suis de retour chez nous, maître. C'est la belle qui a tué la bête. Bienvenue à Sunnyside, mes petits. Je suis ton dieu. Qui crois-tu être, panda? Le Un menu Dagobert. médiéval avec le jouet. Oui, un menu médiéval. Fais ton grain. Dites-moi comment la compagnie peut faire des profits. Bonne journée. Je ne suis pas satisfait. Titeuf! Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, dis-moi? C'est n'importe quoi. C'est pas un accoutrement, c'est ma tenue de réalisateur de film. Titeuf! Bien! Ce n'est pas un cirque ici. Alors tu m'enlèves ces lunettes et ce manteau et tu te mets au travail. On aime l'animation et la science-fiction, bienvenue dans Valentoons, le podcast cinéma. Je suis Valentin. Je suis Cartoons. Et nous sommes réunis pour vous parler des mignons et des monstres. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à celle de Cartoons. Nous sommes aussi présents sur X, Letterboxd et Instagram. Vous avez tous les liens dans la description. Et si vous aimez nous écouter, il faut nous soutenir. Donc laissez un pouce en l'air, partagez les épisodes à vos proches et rédigez votre avis dans les commentaires. Dans cet épisode, on va parler avec spoiler des Mignons 3, réalisé par Pierre Coffin. C'est le réalisateur de toute la saga Moi Moche et Méchant et des films Les Mignons. C'est produit par Illumination et Universal, du coup, pour un budget de 85 millions de dollars. Le réalisateur Pierre Coffin prête sa voix à tous les mignons et Alexandre Astier double le réalisateur Max. Je te propose, Cartoons, qu'on revienne d'abord sur la saga Les Mignons et Moi Moche et Méchant rapidement, histoire de dire ce qu'on pense de ces films-là en général, parce que je crois qu'on ne l'a jamais abordé en podcast, ni même dans d'autres épisodes en parlant des Mignons ou de Moi Moche et Méchant. Donc, je te laisse commencer pour que tu nous donnes ton avis sur cette saga. Bah alors le premier Moi Moche et Méchant et le premier Mignon, les deux c'est des bangers et le premier Moi Moche et Méchant, bah, c'est film de l'enfance évidemment, vu au cinéma quand j'avais 9 ans. Je l'ai vu un bon paquet de fois et je me souviens que j'étais bien en kiff sur le wannabe Austin Powers, là Vector, doublé par l'incroyable Éric Métayer en VF. Donc voilà, le premier c'est génial, voler la lune c'est une idée de génie, la relation entre Gru le vilain bonhomme et les trois gamines c'est très touchant, surtout la partie bedtime story j'aime beaucoup. De toute façon c'est un truc qui revient souvent dans cette saga. Et le premier Mignon, ouais, j'ai beaucoup aimé, c'est pas beaucoup de dialogue mais on s'attache aux trois mignons protagonistes. La méchante est extraordinaire, doublée aussi par Marion Cotillard et Guillaume Canet qui jouent son copain et qui font un boulot extraordinaire encore une fois. Donc voilà, les deux premiers c'est banger, le reste c'est caca, voilà. Ah oui, c'est vite fait résumé. Oui, alors et ça me frustre un peu parce que je trouve que l'univers est extrêmement créatif à chaque fois, mais au final c'est juste de la poudre aux yeux parce que les histoires sont tellement superficielles que j'en ai rien à foutre. Alors le Moi Moche et Méchant 2 avec le El Macho, c'est déjà limite, mais alors le 3 avec Donald Trump, c'est bon, va te faire foutre. Le 4 c'est un des trucs les plus indigents que j'ai vu de ma vie, et les Mignons 2 c'est pareil, même la bande de méchants elles arrivent pas à sauver le film, donc voilà. 2 bangers et 6 caca. Eh bien moi, comme d'habitude, je suis moins gentil que toi. J'en aime qu'un seul film de cette saga. J'aime que Moi Moche et Méchant 1, parce que pareil, vu au cinéma à l'époque. Bah, en fait, je l'adore pas énormément, c'est juste que c'est un super film, et je l'ai depuis longtemps en Blu-ray, je le remate très souvent. J'aime bien ce film-là, sans qu'il soit voilà à mon panthéon ou dans mes films d'animation préférés. Genre juste, je l'aime beaucoup. Pour le reste, Moi Moche et Méchant 2, je peux défendre certaines choses dedans. J'adore l'idée. Alors du coup, vu qu'on parle des mignons là dans cet épisode, c'est d'autant plus adéquat d'en parler, c'est que les mignons dans Moi Moche et Méchant 2, je trouve qu'ils ont bien été exploités justement. Ils ont repris ce gimmick du petit personnage rigolo tout ça pour en faire une version maléfique avec les mignons violets qui crient comme des monstres justement. Donc je trouve que c'est une bonne idée de Moi Moche et Méchant 2 ça. Pour le reste, oui, le méchant El Macho un peu nul à chier. Et alors Moi Moche et Méchant 3, j'ai pas compris parce que même si je pouvais défendre quelques petites choses dans Moi Moche et Méchant 2, le 3, j'ai pas compris la descente aux enfers qu'a fait cette saga. Tu sais, c'est comme souvent les deuxièmes épisodes de saga pour enfants ou de films pour enfants comme le petit Nicolas ou du Cobus ces conneries là, le deuxième épisode ils vont en vacances souvent, donc tu sais c'est des tropes comme ça qui reviennent, et là en fait il y a un trope qui revient souvent justement dans ce genre de saga aussi, c'est en fait depuis le début j'avais un frère caché ou un membre de la famille caché, et donc là on nous sort que Gru avait un frère et on construit tout un truc. Alors là aussi du retcon parce que c'est à aucun moment on imagine dans le 1 avec sa mère, justement il y a un truc super drôle avec sa mère, avec Gru et sa mère, on imagine à aucun moment qu'il ait un frère ou quoi, même à
abandonné. Enfin, c'est chelou. Et donc cette saga commence à partir en couille. Et puis après, il y a Moi Moche et Méchant 4. Là, je suis d'accord avec toi, c'est indigent. Et moi, même Les Mignons, en fait, du coup, il y a eu le spin-off Les Mignons en 2015. Moi, j'aime pas du tout ces films-là. Je trouve que on va prendre un élément que les gens ont aimé dans les Moi Moche et Méchant, donc Les Mignons. On va en faire un spin-off. Le problème, c'est qu'on a eu un Mignon 2 parce que le 1 a passé le $1 milliard. Parce que, en fait, il y a rien à raconter autour des Mignons. Il y a rien d'intéressant à faire, à mon avis, parce que les Mignons, ils marchent dans un film où il y a un scénario avec des personnages développés à côté. Ils marchent en comic relief, les Mignons. C'est des petits personnages rigolos sur le côté. En faire les héros d'un film, pour moi, ça marche pas. En fait, tu peux pas raconter une histoire autour des Mignons. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu de film solo de Scrat dans l'âge de glace, parce que Scrat, justement, il fonctionne presque comme les Mignons. Hein. Voilà, bah oui, mais c'est ça, je suis d'accord avec toi. Puis même, bon, imaginons ça marche pas indépendamment, mais il pourrait y avoir quelques bonnes choses, mais même dans le 1 ou le 2, je sauve pas grand chose. Dans la continuité de ce que je dis, je trouve que les Mignons sont les plus drôles dans les films Moi Moche et Méchant. Dans les films Mignons, je trouve moi, je ne décroche pas un sourire. Et pour le coup, je suis pas aigri des personnages, parce qu'il y a plein de trucs, genre comme j'ai dit, hein, les bébés gros goût, toutes ces conneries-là, je supporte pas. Par contre, les Mignons, je trouve que c'est une belle invention, enfin, c'est des bonnes créatures, des bons comic relief, justement, et des créatures, moi, qui me font rire, en tout cas, qui peuvent me provoquer du rire. Même si, bien sûr, c'est à destination principalement des enfants, parce qu'ils font, des petites bêtises, hein. C'est le truc des Mignons, c'est de pas savoir parler ou de parler un peu espagnol, et avec des voix mignonnes et de faire des bêtises, quoi. Donc, moi, ça arrive à décrocher des sourires, mais bizarrement, pas dans les films Mignons, donc c'est quand même dommage. Donc voilà, moi, j'aime beaucoup Moi Moche et Méchant 1, le reste, c'est acheté à la poubelle, aller à la rigueur le 2, comme j'ai dit, mais Moi Moche et Méchant 2. Je nuance juste un petit peu, moi, dans le film Mignon, justement, c'est pas tellement le fait que les Mignons me font rire ou quoi que ce soit, c'est que, justement, je trouve que pour le premier, en tout cas, ils ont compris qu'ils faisaient un long métrage centré sur eux. Du coup, ils ont vraiment, au moins, les trois petits protagonistes, ils leur ont vraiment développé une petite relation. Et je trouve que le dernier acte, quand Scarlett, elle pète vraiment une durite, on sent quand même le danger là, c'est vraiment le moment où tu sens que le film, il te dit, c'est plus seulement des trucs qui font rigoler, ces bestioles, il y a un danger imminent sur les deux autres et il faut que l'autre, il aille les sauver, quoi. Mais alors, pour moi, ça, c'est ton biais et que je respecte totalement, hein. Et bien sûr, et c'est juste que c'est ce qui fait notre différence là-dessus, c'est que toi, c'est ton amour des méchants qui fait que, vu que c'est une méchante réussie pour toi, et ben ça sauve le film, en fait, à tes yeux, vu que c'est une bonne méchante, etc. Et moi, en fait, c'est pas un élément qui peut me faire apprécier le film en lui-même, tu vois. Ça suffit pas pour moi à faire un film qui peut me plaire. Et tu le dis, ils ont compris que les Mignons pouvaient pas faire un film tout seul, donc ils ont pris ces trois petits personnages, machin. Mais ça en fait pas pour autant quelque chose qui marche. Moi, ces trois petits personnages, à aucun moment je m'y attache particulièrement, à aucun moment ils ont une personnalité forte, à un moment où il y a du drame un petit peu, où ils sont un petit peu tristes pour quelque chose. Pour moi, ça, soit c'est très peu présent, soit ça marche pas. Kevin, c'est le leader, Bob, c'est plus la touche d'innocence dans ce monde, et Stuart, je crois, oui, Stuart, c'est un peu le Jones qui fait son délire, avec notamment tout son délire qu'il a avec la musique. C'est succinct, mais c'est là au moins. Ouais, mais non, mais je dis pas que c'est pas là ou quoi. C'est peut-être là, mais tu vois bien que là, tu m'as résumé les trois personnages en un ou deux mots. C'est des personnalités très sommaires, et ça, y a pas de drame autour de ça. Tu construis pas quelque chose où à la fin, je verse une petite larme, ou alors j'ai trop envie qu'il gagne, tu vois, parce que c'est très petit, c'est à l'échelle des Mignons finalement. Justement, c'est pas très petit, parce qu'il y a un deuxième trope que j'aime beaucoup, c'est que le héros devient un kaiju à la fin. Voilà, mais tu vois, bon, et c'est tout à fait respectable que ces tropes-là te fassent aimer le film. C'est juste que, vu que moi, j'attends pas la même chose que toi, voilà pourquoi je suis pas très satisfait par ce film-là. Et toi, oui. Mais du coup, je te propose qu'on en vienne au Mignon 3, qui a été baptisé pas les Mignons 3, mais Des Mignons et des Monstres. Est-ce que tu veux commencer par nous donner ton avis sur Des Mignons et des Monstres? Peut-être faire un petit résumé du film d'abord. Je pense que c'est important quand même, d'histoire de faire un résumé du film, parce que ça va poser les clous sur mon avis. Donc, le résumé du film... Voilà, donc ça c'est pour résumer le film. C'est débile. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour résumer mon avis. C'est débile. C'est débile. D'ailleurs, alors comme ça, vous trouvez que Jumper, ça ressemble à un film Illumination? Je pense que vous devriez aller voir ce film, histoire de vous rappeler ce que c'est un film Illumination, parce qu'un film Illumination, c'est justement ce qu'est Les Mignons 3, c'est une histoire de merde, avec des personnages de merde, avec des enjeux de merde, des situations qui s'enchaînent les unes après les autres, tel un trousseau de clés pour éveiller l'attention du spectateur, et avec au milieu 3 tonnes de paillettes artificielles d'animation pour te faire genre qu'il y a des idées partout, mais en fait il y a des idées nulle part. Voilà, c'est débile. Ça va être très intéressant cet épisode du podcast. Pour une fois, je vais être le garant de la paix. Pour une fois, je vais défendre un film que t'aimes pas. C'est un truc de dingue. Donc, moi, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment.
devant ce film, et c'était loin d'être gagné, justement, comme je vous ai dit, n'aimant pas les autres films mignons, je me suis dit, ça va être la même merde que d'habitude. Et en vrai, alors attention, c'est loin d'être un excellent film, mais je pense que du coup, c'est mon film mignon préféré par défaut, et c'est aussi, du coup, le deuxième film de cette saga que j'aime bien, et sans l'aimer de ouf, mais j'y trouve des qualités. Et tu dis que le film ne raconte rien, n'a aucune idée. Là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je vais essayer de le démontrer, mais je trouve qu'il a quelques bonnes idées, des choses aussi très lourdes, des conneries comme tu l'as dit. Oui, il est pas exempt de défauts, loin de là. Il a même plus de défauts que de qualités, mais moi j'ai envie de le défendre parce qu'il y a des bonnes idées dedans. Il y a beaucoup de gros caca aussi. Mais attends, oui, mais non, il y a des idées. J'ai dit il y a plein de paillettes d'idées et d'animation. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des idées. Je n'entends pas. D'ailleurs, je reviendrai aussi sur le langage des mignons parce qu'il y a quelques trucs qui m'ont fait rire. Il y a des idées. Ce que je veux dire, c'est que elles ne servent pas un scénario. T'as littéralement dit il y a pas d'idée. C'est la dernier mot de ton introduction. Je rectifie ma rectification. Pardon. Effectivement, il y a des idées. Donc, il y a des idées d'animation, des idées visuelles un peu partout, y compris dans le langage des mignons. Mais là, quand je dis qu'il y a aucune idée, c'est parce que c'est un défilé d'idées, mais qui sont balancées comme quand tu balances toutes les cartes d'un jeu de cartes, mais elles ne servent pas un scénario. Revenons sur ces bonnes idées justement. Alors moi sur les bonnes idées, j'aime bien déjà le postulat du film, à savoir que on commence avec le vieux logo Universal, alors le logo Universal actuel, puis qui rebrousse le temps, on voit tous les logos Universal qui se sont succédés au fil des années, pour revenir justement au début du cinéma, et là le film donne son intention, très surprenant pour un film Illumination et un film mignon qui d'habitude enchaîne juste les conneries et les bêtises avec les mignons sans rien raconter. Je me dis là, le film propose, déjà un thème, ce qui est inédit pour ce genre de film, genre juste de situer son film en tant que qu'hommage, ou en tout cas pour s'appuyer sur cette époque-là, à savoir les débuts du cinéma, les années 10, 20, 30 maximum, c'est par là que se déroule l'intrigue du film. Voilà, donc l'idée c'est de revenir au début du cinéma avec le muet, même les premières minutes du film, ça imite les cadres avec les dialogues, donc les fameux, quand le cinéma était muet, il y avait des, comment on appelle ça, des cartons, donc avec les dialogues qui étaient projetés, et là au début du film ça imite les cartons de dialogue. D'ailleurs c'est très pertinent parce que les mignons, ils sont connus pour quoi? Pour faire des petites bêtises, et aussi pour ne pas savoir parler, ou en tout cas parler une langue que les humains ne comprennent pas. Et donc utiliser les mignons qui ne savent pas parler et les mettre dans une époque où le cinéma était muet, et donc ils peuvent réussir dans un milieu hollywoodien qui ne fait pas parler les personnages, je trouve ça extrêmement pertinent du coup. Et il y a une très très bonne idée dans le film, c'est que on nous montre du coup l'arrivée du son à Hollywood, et donc on nous montre que les mignons ils jouent dans des films parce qu'ils ont été repêchés par le réalisateur là, Max, et en fait les mignons ils jouent dans des films, ils ont beaucoup de succès, donc ils ont du succès dans des films muets, et le son arrive, et en fait ils arrivent plus à dire leur dialogue parce que on découvre qu'ils disent des bêtises quoi, c'est comme les mignons, comme ils sont. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on joue sur le fait que ce sont des mignons et que du coup ils savent pas parler comme des humains, et que du coup ça entraîne la fin de leur carrière, et ça fait un beau parallèle avec ce qui s'est passé dans le monde réel, à savoir que des acteurs ont été mis au banc d'Hollywood parce que leur voix passait plus avec leur physique au moment où le cinéma est passé avec du son et des micros. Et donc je trouve le parallèle extrêmement intéressant, et ce genre d'idée je n'en ai jamais vu dans cette saga mignon ou moi moche et méchant à part le 1 quoi. Donc déjà rien que pour ça j'ai envie de défendre le film absolument, c'est une idée top quoi. Au moins on essaye de traiter quelque chose et de faire un parallèle avec le vrai monde, et de montrer quelque chose qui dans un film pour enfants, dans un film Illumination un peu débile, je trouve que ça passe super bien. Non, j'avais pas fait. Oui, effectivement, il y a cette idée de dépeindre avec des gros guillemets à un moment du cinéma. En fait, j'aime bien les petites idées, mais c'est quand même c'est quand même le b.a.-ba de comment faire un hommage quoi. C'est genre je vais reprendre une scène culte du cinéma et je vais juste incorporer ma petite bestiole dedans. Ça a été fait des milliers de fois ce genre de truc, d'incruster des personnages d'un film dans des scènes cultes de cinéma. Je trouve l'idée elle est là quoi, mais c'est très petit quoi. Je pourrais être d'accord avec toi si c'était allez on prend un ou deux films, on les met dedans, et puis voilà, et puis après le reste on brode une histoire de merde à côté. Il y a l'histoire de merde à côté, on y reviendra si tu veux, mais je trouve quand même que déjà dans la moitié du film, jusqu'à la moitié du film, je trouve qu'on enchaîne déjà oui les références à des films de cette époque, mais aussi comme je disais les parallèles avec le monde réel, et un vrai sujet. C'est un point scénaristique important, le fait que les mignons passent au parlant et que du coup ils ont plus leur carrière. C'est un point du scénario important qui est lié
et avec la thématique qu'a choisi le film, à savoir dépeindre ces années 20. Et alors j'ai dit rendre hommage au début, visiblement ils veulent rendre hommage, mais moi c'est pas le côté rendre hommage, c'est juste le côté dépeindre cette époque-là, situer ce film-là à ce moment-là, et enchaîner, et c'est pas genre une référence ou deux, c'est que vraiment on fait référence non seulement à des films de ces années-là, j'ai en tête le moment avec Chaplin, les temps modernes. Chaplin dans les temps modernes, il serre des boulons, et du coup il va dans la machine, dans les rouages, et les Mignons refont ce moment-là. En plus, c'est Universal qui produit ce film. Universal sont connus pour les Universal Monsters, donc c'est pour ça Mignons et des monstres, c'est pas seulement les films des années 20, en général le cinéma, c'est aussi les monstres Universal. Il y a tout un gag avec la momie, du coup la momie d'Universal, des monstres Universal, et t'as un mignon qui est aux chiottes, qui du coup demande du papier, on lui file le papier de la momie, et il enlève la momie. C'est des petits gags avec des films de cette époque, et du coup qui jouent avec le fait que c'est Universal, tout ça. Je trouve ça intéressant. Je disais, il y a pas que ça, t'as aussi le Cyclope justement, c'est des hommages aux films de monstres de l'époque, des hommages aux films célèbres de l'époque. Il y a même une référence à Citizen Kane avec le mignon qui laisse tomber la boule et qui dit poop au lieu de dire Rosebud, du coup parce que c'est le truc de Citizen Kane, film culte parmi les films cultes. Donc voilà, il enchaîne en fait les références, pas de films genre juste les films les plus célèbres de cette époque, mais de plusieurs genres, et en fait de tout le cinéma de l'époque. Tu vois, il en fait un truc, pas juste 2-3 petites citations par-ci par-là, même jusqu'au film Péplum avec le Cyclope qui a une meilleure gueule que ce qu'on a vu du Cyclope de l'Odyssée de Nolan. Voilà pour le petit crachat. Mais tout ce qui se passe avec ce Cyclope, avec les monstres Universal, voilà, c'est comment une sorte d'hommage, mais à tous les films. C'est pas juste on a pris 3 petites scénettes pour te faire plaisir. Ah, t'as vu tes hommages, allez, va te faire foutre. Non, je trouve que le film est très consciencieux et très attentif justement à ça, et que c'est pas gratuit. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Je trouve quand même que c'est un paradoxe justement de faire tout ce truc sur les Universal Monsters pour qu'au final les 3 monstres finaux du film, ce soit les designs lambda de chez Lambda, quoi. D'ailleurs, en plus dans les Mignons, il y avait un moment, il y avait une créature qui ressemblait à la créature du Lagon Noir. On la voit un peu au début de ce film-là justement. Et en fait non, c'est juste une statue, elle est dans le background, parce que les 3 monstres finaux, c'est une étoile de mer géante, le Blop et le Blop entre guillemets, et l'autre truc, je sais pas ce que c'est, il a un soutien-gorge en coquillage. Et puis je serais d'accord avec toi sur le côté référence. Le problème, c'est que le film, il passe son temps à faire cet humour de merde, pipi caca, en même temps qu'il fait ses hommages. D'ailleurs, il y a énormément de blagues autour de choses qui rentrent autour de choses phalliques qui rentrent dans des choses dans ce film-là. Genre le Cyclope, s'il meurt, c'est littéralement parce qu'il s'est mis un Lego dans le cul. Voilà. Et le gag de la momie, c'est une blague de pipi caca parce que j'avais pas mon rouleau de papier chiotte. Ouais, je comprends le truc, et je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est con de faire de l'humour pipi caca ou quoi, mais c'est les Mignons. Et attention, je défends pas en disant c'est les Mignons, on a le droit. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est les Mignons. Moi, j'aime pas les 2 premiers films parce que c'est toujours ça, et du coup ça me fait chier. Mais au moins, je loue le fait qu'ils ont mis cet humour pipi caca qui est inséparable des Mignons, et malheureusement, mais c'est inséparable des Mignons. Mais au moins ils ont utilisé ça pour avoir une sorte de propos, pour situer ce film dans les années 20, pour parler un petit peu de cinéma en fait, autour juste d'un film pour gamins un peu débile, qui prend les gamins pour des débiles, et de cet humour pipi caca, il s'en sert justement pour parler de cinéma. Et au moins peut-être, ça c'est peut-être mon côté trop optimiste, mais peut-être qu'il y aura des gamins qui vont voir ce film-là jeunes parce que c'est des Mignons, c'est rigolo, et ils vont aller voir ça, et peut-être qu'ils vont avoir envie d'en savoir un peu plus quand ils seront plus grands, qu'ils repenseront à ce film-là, d'en savoir un peu plus sur le cinéma, et de pourquoi ce Mignon, il dit poop au lieu de Rosebud, et du coup peut-être avoir envie de voir Citizen Kane, plus tard bien sûr. Hein. Voilà, c'est quoi cette momie, c'est quoi ce truc-là, et que du coup ça va peut-être les éveiller à ce que c'est. Les temps modernes par exemple, comme je disais, et moi il y a un truc que j'ai bien aimé, je parlais de l'arrivée du muet, tout ça. Dans le scénario d'ailleurs est inclus le fait qu'il y a 2 frères responsables d'un studio qui s'appelle Studio Bright Brothers, je crois, un truc comme ça. Et du coup c'est une parodie de Warner Bros, des frères Warner. Enfin parodie même pas, parce que ils sont pas spécialement parodiés, mais en tout cas voilà, 2 frères qui gèrent un grand studio, c'est Warner. Et donc c'est inclus au scénario, c'est pas juste gratuit, tiens on va faire un studio qui parodie Warner, c'est inclus dans le scénario. Ces personnages-là sont les sortes de chefs du réalisateur Max qu'on suit dans le film. Donc dire que c'est gratuit, mais non. C'est inclus dans le scénario, ça sert le scénario, c'est dans le film. Et bon, bien sûr, c'est dans la première partie du film, hein, la plus intéressante. Et tu parlais, juste, je rebondis sur les monstres, tu disais, ouais, les designs, c'est pas ouf. Oui, c'est pas des designs de ouf, mais moi, j'aurais gueulé si on me reprenait que des monstres, justement, pour faire de la référence gratuite. En mode, tiens, on a repris le monstre de ce film-là, le monstre de ce film-là. Si c'était la momie qui était le monstre final dans le scénario du film, ça m'aurait fait chier. Enfin, que ce soit un Universal Monster. Donc moi, je préfère justement qu'on n'utilise pas la référence gratuitement et qu'on crée de nouveaux designs. Bon, c'est pas les plus inspirés, mais au moins, c'est des nouveaux designs. Mais quand même, le truc
truc qui te sort il te sort Cthulhu littéralement, le truc Lovecraftien, et voilà le design qui te sort pour ça quoi. C'est petite boule de chewing-gum avec une petite moustache de merde. Et c'est là que je te demande, mais tu t'attendais à quoi dans Les Mignons? Bah j'en sais rien. Tu t'attendais au vrai Cthulhu menaçant avec un PG-18? Tu t'attendais à quoi? Excuse-moi, moi c'est le parallèle que je vais faire avec un meilleur film, non même une meilleure trilogie qui parle des Universal Monsters et qui dans le 3e film va justement du côté un peu Lovecraftien etc. Qui pourtant est un film à destination des enfants avec un humour quelquefois limite et très déjanté. C'est Hôtel Transylvanie. Et à la fin le Kraken dans le 3e, là ça y va en termes d'Universal Monster. Mais c'est pas Cthulhu. Mais Cthulhu c'est peut-être le monstre le plus effrayant qui doit le plus terrifier les gens. Donc évidemment que tu vas pas en faire le vrai Cthulhu dans Les Mignons. Enfin, tu pourrais le faire tout en t'adaptant comme ils ont fait avec le Kraken. De toute façon, je suis d'accord avec toi, ce Cthulhu miniature, c'est nul à chier. Enfin, moi, j'en ai rien à foutre de ça. C'est pas l'aspect que j'aime bien dans le film. Il apparaît dans la deuxième moitié du film. Moi, j'ai dit, moi, je défends surtout la première partie, peut-être la première heure, jusqu'à la première heure du film. Et comme j'ai dit, je vais pas défendre ce film jusqu'à la mort. Le Cthulhu, moi, j'en ai rien à foutre. Après, je pense que là, t'en demandais peut-être un peu trop pour un film Illumination mignon. Malheureusement, je pense que t'en entendais un peu trop et que t'espérais peut-être trop. Le film a le cul entre deux chaises aussi. Il y a 8000 sous-intrigues, enfin qui bizarre. Tu sais pas trop où le film va t'emmener. C'est un peu bizarre à tout s'embriquer à la fin. Genre quoi? Alors pour le coup, il y a une partie que j'ai bien aimée, mais là encore une fois, c'est un peu comme le truc des Buzz dans Toy Story 5. C'est parce que c'est vraiment n'importe quoi. Blart, l'extraterrestre là, le robot britannique là. Non, c'est Dort, le robot. Oui, Dort. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il a un coloc et le coloc il est au courant de tout ce bordel. Quoi et il se met à militer pour le droit des femmes alors que 5 secondes avant il voulait annihiler le monde. Je veux bien que c'est pour les gamins, mais merde là c'est juste poser les idées sur la table et les coller avec du scotch aléatoirement. Alors je suis d'accord avec toi, j'aime pas cette partie du film. Ça vient dans la deuxième partie hein, comme toute la merde. Et en fait ce que je comprends pas moi c'est ok vous me sortez un espèce de robot qui a l'air de sortir de la SF des années 50 ou même 70 alors que le film justement depuis le début essaye de coller et d'être dans le Hollywood des années 20 allez max 30. Donc je vois pas ce que ce robot de la SF des années 50 vient foutre ici. Et alors cette intrigue de merde avec la féministe là qui tombe amoureuse du robot, moi j'ai rien compris de qu'est-ce que ça venait foutre là. Surtout que allez moi j'aime bien le délire final où il arrive face au monstre là donc Irène et t'as le Cthulhu miniature qui dit moi j'ai une Irène et lui il arrive avec ses vaisseaux spatiaux et dit moi j'ai des mignons. Ah ça a un peu marché, je me suis dit allez il y a un truc mais ce robot là est un peu fait un peu extérieur au film. On dirait que c'est deux films collés en un et ouais je suis d'accord avec toi, ce personnage est nul à chier et cette intrigue amoureuse qui gâche tout parce que du coup on passe 10 minutes dans le film avec ça sert à rien, ça ne développe, ça revient même pas à la fin, ça a pas d'utilité cette intrigue amoureuse, c'est juste pour combler 20 minutes du film. Et puis je suis désolé, tu me parles de parler cinéma justement, moi ce que j'aimais dans le premier Mignon justement, c'est que à défaut de pas se concentrer sur toute la meute des Mignons, on se concentrait sur les 3 protagonistes et surtout malgré le fait qu'ils ne parlaient pas, en tout cas qu'ils parlaient pas un langage qu'on pouvait comprendre, on parvenait un minimum à s'attacher à eux, à s'identifier et à être pris dans leurs aventures. Il y a un passage que j'aime bien d'ailleurs, c'est quand Bob, ils sont dans le centre commercial là et qu'ils vont passer la nuit et Bob il se languit un peu de son monde et il arrive devant un endroit où il y a plein de miroirs et il dit les copains je vous ai retrouvés, enfin il le dit avec son langage à eux et en fait il se rend compte que c'est juste ses reflets, c'est pas ses copains et il y a ce petit moment où tu te sens triste pour eux, voilà, et ça marche juste sans dialogue. Là excuse-moi mais déjà qu'on se concentre sur toute la meute, on installe 10 000 personnages entre celui qui fait ses dessins, celui qui fait langage des signes et le copain de celui qui est artiste, qui est d'ailleurs celui qui est artiste, le protagoniste, il ressemble clairement à Pierre Coffin, c'est son avatar, et il y a le leader qui est un peu relou. Tu me fais ça, même si c'est un peu surchargé, je me dis pourquoi pas. Le problème, c'est quand tu t'encombres d'une voix off qui t'explique absolument tout, parce qu'encore une fois, on prend les gosses pour des débiles. Donc je suis désolé, tu me parles de parler cinéma quand tu t'encombres d'une voix off qui fait l'antithèse du show don't tell, merci quoi. Je te trouve d'une incroyable mauvaise foi parce que tu me dis qu'il y a beaucoup de personnages et qu'on te balance plein de mignons. Il y a des personnalités pour littéralement le même nombre de mignons que dans le 1, à savoir 3. Tu les as cités. Donc allez, il y a le chef en plus. Donc attention, si 4 personnalités pour des mignons, c'est trop. Non, il y en a plein d'autres. Il y a le petit qui est trop petit, qui a sa salopette jusqu'à la bouche et qui à la fin dirige l'armada avec l'autre là. Mais il a même pas un
arcs de scénario dans le film. C'est vraiment les 3 qui ont une incidence sur le scénario. C'est les 3 mêmes mignons que dans le 1. Bah, c'est pas les mêmes, mais il y a 3 personnages mignons qui ont une incidence sur le scénario comme dans le Mignon 1. Genre ceux que t'as cités. Genre James qui écrit le scénario parce qu'il veut faire le film. Le mec qui est muet, à la fin il revient parce qu'il a une utilité, je sais plus laquelle, il débloque la situation. Et il y a l'autre, son copain, qui du coup lui découvre le fait que les monstres veulent tout détruire et ce que James ignore. Donc c'est vraiment les 3 personnages qui ont une incidence sur le scénario, les 3 mignons comme dans le 1. Bah, je trouve que le film s'encombre, mais oui, mais encore une fois, c'est... Mais il s'encombre de quoi ? Il y a peut-être pas trop de mignons, mais il y a trop de personnages. Mais quels sont les personnages, en dehors de ces 3 que je viens de citer, quels sont les personnages avec lesquels ils s'encombrent ? Bah, il y a le réalisateur qui les rejoint, après il y a les 2 autres, il y a les producteurs. Bon, ils sont pas très présents. Dans les Mignons 1, il y a pas d'humains qui viennent compléter justement et être avec les mignons et passer des moments avec eux ? Bah, dans les Mignons 1, il y a 3 mignons et Scarlett, c'est tout. Et il y a la famille à un mignon, mais à un moment, mais c'est une scène. Bah, mais attends, il y a d'autres humains, il y a pas que Scarlett, il y a littéralement le Guillaume Canet aussi. Oui, mais c'est le sous-fif de la méchante, c'est tout. Ouais, bon bah du coup ça fait 2 personnages humains. Il y a combien de personnages humains dans ce film ? Les 2 frères qui en font un et le réalisateur Max. Comme dans le 1 finalement. Et après il y a Cthulhu, les 2 monstres, il y a Irène à la fin, il y a le robot. Mais ils sont pas développés. Ben justement, il y a tous ces personnages et ils sont pas développés, c'est un comble. Mais non, mais les monstres, ils sont là juste pour détruire, ils ont pas à être développés. Il y a que Cthulhu. Il y a un personnage en plus des Mignons 1 que le film essaye de développer. C'est nul, hein, on l'a dit ce personnage, mais il y a un personnage en plus qu'il essaie de développer. Tu me dis que c'est un surplus ? Non, mais mon reproche c'était pas que c'était plus, j'ai dit juste il y a un peu beaucoup de personnages. Bah tu me parlais quand même, il y a trop plein de personnages. Et là, pour moi, il y en a un en plus du 1. Oui, donc non, mais je vois c'était pas pas où est ça trop mon plein. reproche. Mon reproche, c'était qu'il y avait une voix off, qui expliquait absolument tout durant quasiment toute la première partie. Et je me disais, mais merde, quoi. Il y a le langage des mignons qui est justement universel, qui peut être compris par n'importe qui, et on se rend compte de la voix off qui t'explique tout. Elle va jusqu'à même expliquer que le mignon va frapper son acolyte alors qu'on le voit, quoi. Au bout d'un moment, j'étais en mode, bon, allez, c'est bon, c'est encore un film pour bébé, c'est comme Mario Galaxy, merci. Bah là-dessus, je vais pas aller contre toi parce que j'aime pas non plus les voix off. Je me contente du fait qu'elle soit là qu'au début et pas pendant tout le film à tout nous expliquer constamment. J'aurais préféré qu'elle y soit pas. Et je suis pas en train de te dire que c'est le plus grand chef-d'œuvre de l'univers, Les Mignons 3. Je te dis qu'il y a des bonnes idées. On dirait que ouais, il y a trop de personnages, la voix off est nulle, ça en suffit pour faire un film débile et dénué de toute qualité. Oui, ça parle de cinéma. Oui, il y a des moments où le film du coup utilise des choses qui sont un peu anti-cinématographiques et je suis d'accord avec, enfin même totalement anti-cinématographiques, mais ils sont pas là pendant l'entièreté du film. Je trouve qu'au moins il y a une contrepartie à cette anti-cinématographie. Il y a au moins le fait de vouloir rendre hommage à une partie du cinéma et à vouloir essayer de dépeindre ce milieu-là et ces années-là. Mais donc ça, les qualités que t'as citées, je les reconnais volontiers. D'ailleurs, le langage des mignons aussi, bon, ça a pas de lien avec le fait de dépeindre le cinéma, mais le langage des mignons aussi, il est exceptionnel. L'idée que la formule pour annuler les malédictions, c'est CTRL-Z. Ah, ça m'a tué, ça. Là, j'avoue, j'étais mort de rire. C'est ce que je dis, c'est toujours pareil. Il y a plein d'idées, c'est comme les Mignons 2. C'est ce que je disais au début par rapport à l'univers. L'univers est truffé de bonnes idées, mais au final, ces bonnes idées, c'est juste de la paillette pour dissimuler le fait qu'il n'y a pas de scénario. Ces bonnes idées ne sont pas au service d'un bon scénario. Comme je t'ai dit, il y a 2 films qui essayent d'exister en un, tu sais pas trop où ça veut aller, il y a une 3e intrigue qui vient se greffer, et qui est juste là pour justifier le fait que les héros s'en sortent à la fin avec l'armada d'extraterrestres. Toutes les qualités que t'as citées, je les reconnais très volontiers si elles étaient au service d'un scénario en béton. Scénario en béton, ça veut pas forcément dire le nouveau Pixar, le Pixar d'antan. Béton si. Ou le nouveau si. DreamWorks. Le premier Moche et Méchant, il est simple, mais il a un scénario en béton. Bah, avoir un scénario en béton, du coup, c'est avoir le meilleur scénario possible, quoi. Donc, un scénario qui se tient la route. Bah, pour moi, il y a un scénario qui tient la route, qui est pas le plus exceptionnel, loin de là, mais qui tient la route. Le fait que, déjà, on a un personnage, voilà, que tu disais, c'est l'avatar du réalisateur. Donc, James, c'est le mignon, qui fait, du coup, littéralement des storyboards sur son carnet. Encore une fois, qui évoque la création même du cinéma. Donc, ce personnage-là, qui fait des storyboards, qui rêve de devenir réalisateur, qui rencontre un réalisateur au milieu de des studios et de la production, et qui va essayer de faire son film, je vois un semblant de scénario, pas le meilleur du monde, et je vois des personnages et des références au service de ça. Moi, c'est ce que je vois ici. Après, bon, toi, tu n'as pas vu, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais... je l'ai pas trop vu parce que c'est ce que t'avais dit, c'est ce que tu dis beaucoup de fois,
et là pour le coup je suis d'accord, c'est que c'est un univers qui fonctionne vachement avec des coïncidences quoi. C'est déjà le tournage, enfin la façon dont il rencontre le réalisateur est totalement ubuesque, parce qu'on croit au départ que c'est une vraie scène de course-poursuite avec le train et tout. Ils détruisent littéralement toute la ville avant qu'on se rende compte que ah là là, le réalisateur il était là, il faut couper la caméra. Mais gros, il fonctionnait comment votre tournage? Ce set n'a aucun sens. Et ils ont eu le temps littéralement de foutre le boxon dans le tournage de Charlie Chaplin et de n'importe quoi avant d'arriver dans les réalisateurs. Ça tombait vraiment bien hein, quand même. Hein. Tu débarques d'où en fait? Parce que c'est littéralement ce que font les films Illumination. Donc je vois pas ce qui te surprend là-dedans. Parce qu'ils l'ont fait dans 10 autres films, je vais pas le reprocher dans le 11e. Non, mais je dis pas que c'est pas à reprocher. Tu nous dis mais c'est pas bien, c'est horrible de faire ça. Bah je suis d'accord avec toi. Moi je pardonne pas ça. Mais si j'estime un minimum le film et que je ne le déteste pas comme les autres, c'est parce qu'à côté il y a des bonnes idées. Donc je comprends pas en quoi retaper sur les mêmes problèmes qu'il y a depuis 10 films, comme si en fait ça venait de débarquer, que c'était des problèmes nouveaux, alors que ça fait 10 films qu'il y a ça, ce qui ne pardonne pas, mais il y a des bonnes idées à côté. Bah parce que là ils sont imbriqués dans une autre façon de faire, parce qu'effectivement il y a tout ce fatras de références dont t'as parlé. Il y a un plan que j'ai bien aimé par contre, c'est l'espèce de plan séquence quand le présentateur arrive, leur dit bienvenue, c'est là qu'on fait des films, et la caméra elle parcourt absolument tout le hangar et tu vois différents sets de tournage, ça alterne entre une scène de combat dans un bar et des ventilateurs qui font des nuages avec un avion. Je me suis dit putain mais c'est ça le film en fait, le film devrait être ça, et non c'est pas ça. À la fin n'importe quoi à la fin. Non mais oui, je t'ai dit la deuxième partie, je vais rien défendre là-dedans. J'ai pas aimé non plus. Mais j'ai adoré au début le George Lucas dans une vitrine qui veut sortir. Ça, j'ai adoré, on se traballe en fait dans un espèce de musée du cinéma et il y a George Lucas dans une vitrine qui du coup apparemment fait un vrai caméo. J'ai adoré l'idée. Ouais, j'ai bien aimé. Non mais je partais avec des espoirs quand même au début. Je me disais si le film est aussi riche, ça peut être sympa. Et comme toi d'ailleurs, oui, j'ai adoré le début avec le logo Universal. Je me suis dit pourquoi pas? Et non. Pareil aussi le logo Illumination avec une animation noire et blanche un peu à la Cuphead, j'ai bien aimé aussi. Mais en fait, moi, c'est tous ces petits détails où, je m'attendais pas à retrouver ça justement, dans le marasme des films Illumination et la qualité qu'on m'avait exposée dans les autres films mignons, par exemple. Je m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait autant d'idées au service du scénario. Donc, c'est pour ça que ça m'a surpris et que j'ai un peu envie de défendre le film, même si on peut pas assumer ce qui se passe dans la seconde partie. Mais du coup, là, c'est toi qui fais ma fameuse expression, là, du coup. Pourquoi? Tu te rabats sur la poubelle sous prétexte qu'il y a la fosse sceptique à côté. Ah non, je me rabats pas. Non, j'ai un peu envie de défendre certains aspects de ce film-là, alors que il y avait rien à défendre pour moi dans les autres. Donc pour une fois qu'il y a un peu de positif, j'ai envie de le souligner. C'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas mettre ce film à mon panthéon. Juste, j'ai envie de relever des qualités. Donc je me rabats pas dessus, je vais pas le prendre. Ah, c'est génial, c'est un truc de ouf, parce que les autres étaient de la merde. C'est pas ça que je dis. Bah oui, mais du coup, rien à voir avec ton expression. Un petit peu. Bah non, je me rabats pas dessus. Je souligne des qualités, parce que j'en ai jamais vu dans les films mignons. C'est pas un truc que j'ai bien aimé, mais du coup, quand il y a le personnage de la meuf, comment elle s'appelle? Je vais pas dire la meuf féministe parce que sinon on va se faire descendre. C'est littéralement la seule truc qui la caractérise. Mais oui. Quand ils ont greffé ce personnage, je me suis dit, mais au bout d'un moment dans le film, je me suis dit mais à tous les coups c'est la narratrice. C'est pour ça, parce que je me disais elle lui ressemble un peu, etc. Même pas. Mais non, la narratrice c'est celle qui les fait visiter le musée au début. Et oui, là par contre, un petit point qui m'a gêné parce qu'il y a rien qui définit si la saga des Mignons, les films sont cohérents entre eux, mais du coup ça retconne complètement le premier, ça retconne en partie le premier film Les Mignons quoi, du coup, parce que quand les Mignons rencontrent Scarlett, ils disent mais Scarlett elle est surprise, elle est en mode mais qui êtes-vous mes chevaliers en short, en jean, et du coup ils se présentent, on est les Mignons, etc. Et c'est là que le monde découvre les Mignons. Et là je me dis mais ça va pas avec ce film là du coup, parce que si ce film là se passe avant la rencontre avec Scarlett qui elle-même va amener à la rencontre avec Gru, donc au film Moche et Méchant, le monde peut pas ignorer l'existence des Mignons vu qu'ils ont cartonné avec plusieurs
plusieurs films à Hollywood et qu'ils ont traversé le monde. En fait, si les films essayent d'être cohérents, ce dont je n'ai pas l'impression, oui, c'est une grosse connerie. Et du coup, mais ça rejoint ce qu'on disait sur Toy Story 5. À savoir que toi, tu évoquais le fait que, comment il y avait cette écriture épisodique, un peu comme les Simpsons, où on revient au statu quo. Et moi, j'ai l'impression, justement, quand elle parle de passer des Mignons et de tout ce qu'ils ont traversé, j'ai l'impression que c'est ça, que c'est une écriture épisodique où, chaque film mignon est une aventure. Et ce que je répondais, moi, pour Toy Story, c'était que, oui, mais la saga, elle essaye constamment de se raccrocher et de réévoquer des choses qu'elle a déjà évoquées dans les films d'avant, pour Toy Story, en tout cas. Mais là où, du coup, je fais la différence avec les Mignons, c'est que déjà, le film, c'est pas les Mignons 3, c'est des Mignons et des monstres. C'est une sorte d'autres aventures. J'ai pas le sentiment, peut-être que je peux me tromper ou que j'ai pas vu les moments où ça c'était le cas, mais j'ai le sentiment que ce film-là essaye pas de reprendre plein d'éléments de la saga pour essayer de se lier avec, tout en n'assumant pas le fait d'être lié avec des retcons et des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est une aventure sur le côté. Pourtant, ils le font parce que le début, c'est le même que les Mignons 1. Hein. Les Mignons, ils sont nés dans l'océan et ils ont toujours eu qu'un seul objectif, servir le maître le plus moche et méchant qui soit. Mais là, le film reprend pas un élément. En tout cas, je parle dans la diégèse. Il reprend pas d'éléments de la saga comme Toy Story où ils reprennent littéralement l'histoire de Jessie, tu vois. Ils reprennent pas l'histoire de Gros. C'est ça que je veux dire dans la diégèse. Alors oui, après il y a une scène remake ou ça c'est autre chose. Mais là, dans la discussion qu'on a là, c'est sur ce que la saga essaie d'exploiter des épisodes d'avant. C'est ça que je veux dire. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression qu'il le fait. Peut-être que je peux me tromper ou que j'ai pas vu. Non, mais peut-être. Mais dans ce cas-là, sois clair dans tes intentions. C'est juste ça que je dis. Parce que si la saga essaie d'être cohérente, ça flingue le premier Mignon. Moi, j'ai l'impression que rien que dans la démarche du film, des Mignons et des monstres et pas les Mignons 3, ça c'est assez clair sur les intentions et sur le fait que c'est une aventure comme il pourrait y en avoir plein avec les Mignons, quoi. Bon, ok. Après, vu que je connais pas la saga non plus de ouf, donc je sais pas si elle est cohérente, si elle essaie d'être cohérente ou pas sur les autres films. Je m'en souviens plus. De tous ceux que j'ai vus, oui, en tout cas, oui. Mais le film n'est pas les Mignons 3, visiblement. Il y a d'ailleurs un petit détail qui m'a bien fait rire, c'est à la toute fin, en fait, il y a un gag, c'est un gag, hein, c'est pas, mais en plus c'est dans le générique, je crois. C'est la fin qui essaye d'expliquer un peu la sale gueule du chien de Gru. En fait, le chien de Gru, c'est un monstre du livre. Et j'aime bien ce petit détail parce que dans le 1, moi Moche et Méchant 1, on se dit tous mais pourquoi ce chien a cette gueule là, mais c'est quoi ce chien? C'est pas un chien normal. Et du coup, là, d'imaginer qu'il vient du livre des monstres, j'aime bien l'idée. Bon, c'est pas un chien normal, mais bon, Agnès, elle le trouve tout mimi, donc. Ouais, mais en fait, parce que ça, j'ai bien aimé aussi la scène dans le générique avec Agnès, le lapin monstrueux, mais qu'ils évoquent au début chez le sorcier, mais elle lui fait un câlin et il devient tout rose, tout mignon. Bon. De toute façon, Agnès, c'est le meilleur perso de la saga, c'est la boue de la saga. Et en voyant le générique, du coup, j'ai vu Music by John Powell. Et en fait, à ce moment-là, j'ai fait putain, mais c'est pour ça que il y a quelques thèmes à la fin de la séance. Bon là, ça fait un peu longtemps, je les ai pas oubliés, mais à la fin de la séance, j'avais quelques thèmes qui me trottaient dans la tête, et pendant le générique d'ailleurs, et même dans le générique, il y a ce petit thème qui revient assez souvent dans le film. Et du coup, quand je vois Music by John Powell, je comprends. Je vois d'où ça vient. C'est pour ça, parce que moi, j'ai eu la réaction inverse de toi, parce que là, je vais faire le même reproche que t'as fait pour Toy Story 5, c'est que dans ce film qui s'appelle Les Mignons et des monstres quand même, on n'a pas le thème des mignons. Pam 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 tan 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 tan. Il est passé où ce thème? C'est le thème des mignons dans un film Les Mignons. Du coup ils sont allés vers John Powell et moi désolé mais il y a pas une composition qui m'est restée en tête. Hein. De toute façon John Powell, je t'en veux aussi pour le remake de tu sais quoi, donc voilà. Enfin moi j'ai pas l'oreille assez musicale pour avoir reconnu ou non le thème des mignons. Enfin je vois le thème des mignons mais j'ai pas fait attention dans le film s'il y était ou pas. Mais non, du coup c'est pas comme dans Toy Story 5 puisque Toy Story 5 se veut comme la suite de l'histoire des jouets et la suite de cette saga là, et donc il est évident qu'avec les mêmes jouets, les mêmes personnages, il fallait avec cette identité de la saga reprendre le même thème. Ici on est encore une fois pas sur les Mignons 3 visiblement, c'est l'intention que le film a, et on n'est pas sur une saga avec des personnages récurrents. C'est là il y a, je crois, il me semble, aucun personnage identique à ceux du 1. On est sur d'autres personnages. Je crois pas que James ou le chef des Mignons soit déjà apparu dans le 1 et le 2, je peux me tromper encore une fois, mais on est sur d'autres personnages et un film qui s'assume comme n'étant pas vraiment un Mignon 3. Donc le troisième film, mais pas les Mignons 3. Donc c'est pour moi il est pas important qu'il y ait le thème des Mignons du coup. Ah bon, c'est pas, même si c'est détaché de la saga, c'est pas important pour toi qu'il n'y ait pas le thème des personnages. Mais non, c'est pas important dans le sens où ce sont pas les mêmes personnages qui ont vécu, où on en est à la troisième aventure avec eux et qui essayent de construire quelque chose sur 3 films. On est sur visiblement 3 aventures distinctes avec des personnages différents, des Mignons différents. Donc j'ai pas l'impression qu'il faille une identité, que la saga essaie de construire, la saga Mignon et essaie de construire une identité précise. Et peu importe, ça n'a rien à voir avec la construction de l'histoire de la saga ou pas. Les Mignons,
Minions, ils ont toujours eu leur thème. Même si tu fais un film indépendant de l'histoire de la saga, tu mets leur thème dedans, ça me paraît logique. Bah non, du coup, t'écoutais pas quand je parlais sur le thème de Toy Story 5, du coup, parce que moi, c'est précisément pour ça que je critiquais son absence dans Toy Story. Et que là, bon, ça aurait été peut-être mieux qu'il y soit, oui, mais en tout cas, c'est pas du tout la même problématique que dans Toy Story. Donc là, ça m'a pas choqué. Ouais, voilà, j'ai pas été investi dans grand chose, mais il y a des moments où j'ai bien rigolé. Le Control 7, j'ai bien rigolé. Tout le délire autour du robot, c'est tellement n'importe quoi que j'ai rigolé aussi. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je regarde, bordel de merde. Le gag avec la voisine aussi, qui demande au robot ses courses, ça me fait un peu rire. C'est parce que quand t'es étudiant, je pense que n'importe qui ayant eu une coloc ou une chambre étudiante a connu un peu ce délire avec les premiers voisins, et des fois tu peux avoir une voisine relou. Ça m'a fait rire aussi. Pour le coup, je te rejoins pas sur tout ce qui entoure le robot. Moi, ça m'a fait chier, vraiment, clairement. Moi, comme je m'étais fait chier toute la première partie, je me suis dit, ah tiens, enfin un personnage atypique. J'ai bien aimé, enfin c'était évident, hein, mais j'ai bien aimé que les deux frères j'ai bien aimé la réaction des deux frères quand ils voient que ça marche pas du tout, les Mignons avec du son. Ce qui est débile, vu qu'ils sont allés plusieurs fois sur le set et ils ont bien vu que les Mignons ne parlaient pas un langage commun, donc ils ont bien vu que ça allait foirer de toute manière, mais non, il fallait qu'ils soient devant le film pour s'en rendre compte. Non, je suis pas d'accord avec toi. Bah vas-y, explique pourquoi. C'est pas débile, parce qu'en fait, ils ont jamais eu à faire apprendre à des Mignons un dialogue. Ils ont laissé les Mignons s'exprimer comme ils s'expriment, mais ils ont pensé qu'avec le dialogue sous leurs yeux, et que les Mignons ils savent lire, donc ils se sont dit, bah ils vont lire le dialogue, et vu qu'ils lisent les mots, ils vont pouvoir les redire à l'identique. Donc c'est pas débile d'imaginer qu'ils aient pu dire un dialogue qu'ils avaient devant les yeux. Si je vois quelqu'un qui parle anglais, même si je sais qu'il sait lire mais qui comprend rien du français, si je lui mets un carton en français, je sais qu'il va pas arriver à le lire. Hein. Tu estimes qu'on ne peut jamais apprendre dans la vie, c'est genre que si on n'y arrive pas, c'est fini, terminé, au revoir, rideau. Bah oui, évidemment. On apprend avec un processus, ce processus qui n'a visiblement pas été mis en place ici. Bah, moi j'ai l'impression qu'ils se sont dit, on va leur mettre les dialogues sous le nez. C'est pas confirmé par le film. Bah le film me donne cette impression-là, et il y a rien qui peut te confirmer que c'est vraiment juste débile. Donc en fait, le film confirme ni pour toi ni pour moi. C'est juste notre impression qu'on oppose. Je cherche le mot. On oppose nos impressions. Quoi qu'il en soit, j'ai bien aimé leur réaction. Le mec qui demande un café avec du sucre et un nuage de lait, il est tellement en colère qu'il le jette au sol. Je me suis dit merde, le gaspillage. Bon. Et encore, mine de rien, je pense que le réalisateur, au final, c'est peut-être le personnage qui m'a le plus intéressé, en dehors du robot qui m'a fait rire, il m'a pas intéressé. Mais je pense que le réalisateur, c'est peut-être le meilleur personnage du film. C'était lui que j'avais envie de suivre, en fait. Et bon, après, Alexandre Astier, en tant qu'auteur, je suis pas très fan de ce que t'as fait dernièrement, mais en tant que voix, c'est toujours un régal, et en tant que comédien, c'est toujours cool. Mais ouais, il lui donne un certain peps au personnage, il a ce côté, il donne le côté. Bon, en même temps, c'est pas pour rien qu'il a pris Astier pour ça, parce que c'est un réalisateur aussi, donc voilà, le rôle était fait pour lui, donc c'est peut-être un des meilleurs atouts, ce personnage à l'histoire. Et oui, la scène où il lui donne sa première caméra parce que l'autre il veut faire ses films, c'est une des scènes qui fonctionne bien du film, qui marche bien. Et donc ça, c'est pas le développement d'un scénario, ça. C'est pas un scénario, ça. C'est balancé comme ça, c'est tout. Ah, c'est balancé comme ça. Il y a pas eu de construction avant sur le fait que le réalisateur a peur de perdre son poste avec les frères de la Warner, du coup, on va dire. Enfin, il y a pas de développement de personnage, il y a pas de scénario, du coup, à t'entendre. Donc cette scène, comment elle pourrait intervenir s'il y a pas de scénario avant? Il y a pas de scénario il y a un scénario, évidemment, il y a un scénario, il tient sur un post-it, mais il se prend les pieds dans son propre tapis, il s'en mêle avec des sous-intrigues, et la dernière partie, c'est n'importe quoi. Donc toi-même, tu l'as dit. Donc évidemment qu'il y a un scénario. J'avais l'impression que tu disais qu'il y avait pas de scénario, donc en fait les références étaient juste balancées comme ça. Moi, je te dis, dans la première partie, dans la première heure, les références sont au service de ce scénario-là. Elles construisent tout ce délire avec le réalisateur et les réalisateurs, parce que James veut en devenir un aussi. Ça construit toute cette imaginaire-là aussi. Donc, et ces personnages-là. Ça, j'ai pas contesté ça. J'ai pas dit qu'il y avait pas de scénario. J'ai dit que le scénario était très mal écrit. Non, tu disais que les références étaient pas au service du scénario. Non, c'est pas les références que je disais qui étaient pas au service du scénario. C'était la créativité de l'animation. C'est pas la même chose. Je disais ça. Il y a plein d'idées visuelles en termes de l'animation. Je parle pas des références. Les références, j'ai pas contesté ce que t'as dit. L'animation, comme à chaque fois dans ces putains de films, elle rend l'univers extrêmement créatif. Il y a des moments ça s'applique bien, comme le plan séquence dont j'ai parlé qui illustre tout le hangar. Moi, c'était juste que c'est ce que je trouve dommage, c'est que toutes ces bonnes idées d'animation, elles sont pas au service d'un scénario bien écrit, cohérent, quoi. Et il peut être simple le scénario, comme dans le premier Moche et méchant, mais là le scénario il est pas consistant, quoi. Ah, t'avais dit en béton, moi j'attends pas de tous les films qu'ils aient un scénario en béton. Moi, c'est juste ça. Scénario en béton, ça veut pas dire un truc incroyable à la Chapeauté 2 ou Arcane.
scénario en béton, ça veut dire bien écrit. Non, en béton, ça veut juste dire auquel on ne peut rien reprocher. Genre un scénario parfait. Bah oui, dans le sens où il a 3 actes bien construits, que les personnages sont bien développés et qu'il n'y a pas de problème là-dedans. Après, tu peux faire ça, mais en ayant un scénario simple. On n'a pas la même définition de scénario en béton. Oui, et on termine avec la blague finale que... en fait, le film qu'on nous a raconté, en fait, c'était lui-même un film qui était en train d'être tourné parce que c'est le réalisateur du film qui a fini par tourner son propre truc. Ok, c'est le même gag que dans les Looney Tunes Passe à l'action, c'est pas mal. Je sais pas si tu l'as vu, les Looney Tunes Passe à l'action. Ah bah oui, j'adore. Oui, bah voilà, c'est la même fin. Bah il y a un peu le même délire aussi, puisque on est dans le Hollywood, bon pas des années 20, mais dans les Looney Tunes on est un peu là-dessus aussi. On joue justement avec la diégèse du film sur les Hollywood et les réals et tout ça, et le côté extra-diégétique avec les vrais réals et les vrais réalisateurs du film. Ouais, je suis d'accord. Et oui, même si par contre il y a encore une énorme connerie, c'est le Cyclope, c'était un vrai acteur, parce qu'on le voit, il fait coucou oui. Au réalisateur. Mais comme dans les Looney Tunes Passe à l'action. Oui, mais par contre les 2 monstres de fin, c'est des animatroniques. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. Bon bah après, comment on est libre d'utiliser des vrais acteurs ou des animatroniques aussi dans la vraie vie. Oui, non, mais là dans le sens où le truc il fait 15 mètres de haut, le Cyclope, donc décidez-vous les gars. Ah, ils ont trouvé un vrai Cyclope, écoute. Parce qu'ils disent c'est le Cyclope, mais c'est Polyphemus en fait, parce que on le voit dans son plan d'introduction, il a des moutons autour de lui, et Polyphemus il vit sur une île avec ses moutons pour le coup, et ils refont aussi le truc de lui cramer l'œil avec le lustre qui lui tombe sur la gueule avant qu'il ait le Lego dans le cul. Avant ça, il marche sur des Legos, et j'ai bien aimé du coup le fait de reprendre ça, parce que quiconque a eu des Legos dans sa vie a déjà marché sur un Lego et a déjà ressenti ce que le Cyclope ressent. Ah oui, et j'ai pensé au Roi Lion, parce que à la fin, tu sais, c'est comme ça qu'il meurt, il débaroule une colline, et on voit qu'il va tomber dans des énormes ronces. Bon, on voit pas parce que forcément c'est un peu violent pour les enfants. Mais du coup, la façon dont est construit le plan, qu'il débaroule une colline et qu'il atterrit dans les ronces, j'ai eu un flash du Roi Lion. Je me suis dit, tu délires, moi je plonge pas là-dedans, j'ai pas envie de me retrouver avec sa tronche, tête de cactus. Bah, je sais pas, j'ai pensé au Roi Lion. Ok. Non, bah je pense qu'on a fait le tour là. On peut conclure si t'as rien d'autre à dire. Ouais, bon bah moi j'ai rien d'autre à dire que c'est débile. Voilà. J'ai bien rigolé devant le film. Il y avait quelques références sympas et l'animation c'est toujours très créatif. Mais bon voilà, le scénario est inconsistant. Il y a pas trop d'enjeux, c'est pas très palpable et au bout d'un moment ça s'arrête jamais. C'est tellement les clés devant le visage. Au bout d'un moment j'étais en mode, mais calme-toi. Pose-toi. Les spectateurs vont pas sortir leur téléphone si tu t'arrêtes 5 secondes. Oh là là. Oui, parce que même les enfants ont des téléphones. Ouais, mais surtout qu'en plus ça se veut à destination des gosses. Moi j'étais dans une salle, les adultes étaient limite plus intéressés par les films que les gosses, hein, parce que les gosses ils en avaient rien à foutre. Hein. Ça rigolait pas, donc moi je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a une comment on dit ça, une dissonance cognitive dans la vision des studios de ce que c'est un film pour gosses. En fait, là, t'évoquais le fait que les parents dans la salle étaient peut-être plus intéressés par le film que les gosses. On a souvent dit, nous deux, que c'était... En tout cas, on préférait largement quand des films d'animation essayaient de viser un public familial, à savoir donc les gosses et les parents. C'est ce que font les meilleurs Pixar, du coup. Et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi. Et c'est la première fois... Moi Moche et Méchant 1 excepté, que j'ai l'impression dans cette saga qu'on essaye de me parler un peu à moi, du coup, public adulte maintenant. C'est en ça que j'ai pas envie d'enfoncer le film dans la même mare de merde que sont les autres films Illumination, comme des bêtes, ou même les Super Mario Bros et Galaxy. J'ai l'impression que là, on est dans des films justement qui visent que le public d'enfants et qui essaient et en plus des enfants qui essaient de bien abrutir les enfants. Ça veut pas dire que Les Mignons 3 n'a pas des relents de ces mauvais éléments, de ça, de vouloir parler comme un débile à des enfants, la voix off, la deuxième partie du film, tout ça, oui, ok. Mais j'ai envie de relever le positif de ce film-là, justement parce que j'ai pas l'habitude qu'il y ait du positif dans ce film-là. Au moins, voilà, avoir voulu thématiser le film et le faire se dérouler dans ce Hollywood des années 20-30, je trouve que ça a apporté pas mal de bonnes idées, pas que du coup dans l'animation, mais aussi dans la multitude de références et de bonnes références du coup qu'il y a dans le film, et aussi du propos
qu'il a sur Hollywood et de vouloir traiter presque la même thématique que Babylone, surtout voilà dans un film Mignon 3 avec tout le contexte qu'on a établi quoi. Donc moi j'ai envie de sauver ça parce que c'est rare. Ce n'est pas ici la meilleure expression de ces qualités et de ces thématiques là, mais au moins c'en est une. Donc j'ai envie de défendre ça. Mais bon le film voilà il va même pas être dans mon top de, enfin il est loin d'être dans mon top de l'année, mais il sera pas dans le flop alors qu'il aurait pu. Voilà. Rien d'autre à ajouter ? Fesses. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à celle de Cartoons. Vous pouvez nous retrouver sur Letterboxd, sur Instagram. Vous avez tous les liens dans la description. Sur X aussi. On se retrouve très rapidement pour un prochain épisode du podcast Valentoons. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. C'est la banane. Tchuss.